Autrefois capable de satisfaire les besoins de l'humanité, la planète a perdu sa capacité de régénération. La pression que nous exerçons sur elle a presque doublé en 50 ans. Et c'est une terre polluée et surexploitée que nous habitons aujourd'hui. Les besoins de nos sociétés, de la voiture jusqu'à nos activités industrielles en passant par l'habitat, continuent de la menacer de jour en jour. Avec une population mondiale et une consommation individuelle qui ne cesse de croître, si les sociétés de ce début du XXIe siècle n'adoptent pas de changements profonds, en 2030, nous aurons besoin de 2 planètes pour vivre. Aucun autre produit technologique n'a autant influencé et passionné l'homme que l'automobile. Inventée en 1886, la voiture est devenue un objet de consommation courante. But 3 completely new kinds of Ford cars for 1960. A wonderful new world of Fords. Aujourd'hui, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. Ce succès ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, accidents, pollution, gaz à effet de serre, engorgement, bruits qui vont aller en s'aggravant avec l'augmentation prévue du nombre de voitures particulières au niveau mondial. En France, depuis 1960, le parc de véhicules a été multiplié par 4. La consommation de carburant a plus que doublé et en conséquence les émissions de CO2. Et cette tendance est planétaire. Les ouragans, les tsunamis, les canicules sont autant de signes avant-coureurs du réchauffement climatique qui ont aidé l'opinion publique à prendre conscience de l'urgence. 92% des Français sont inquiets pour l'environnement. Certains veulent changer leur comportement. Didier Beutin est l'un d'eux. Fini d'être un simple consommateur, il veut être acteur. Moi, je sais que je suis complètement très sensibilisé sur la couche d'ozone. Quand on voit ce qui se passe avec dans l'Antarctique et l'Arctique, on se dit bon, il faut quand même faire quelque chose, hein, et pas dire bon, la Terre va récupérer toute seule. C'est pas vrai. J'ai pas envie moi de me dire tiens, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants. Je vais leur transmettre un monde pollué et terni à cause d'une simple attitude en fait, qui est de rouler avec une voiture qui émane des échappements qui sont nocifs quoi, pour leur santé future. Hein. Je veux dire, si nous-mêmes nous avons une incidence qui est énorme sur ce type de manifestation, si tout le monde s'y met, on arrivera à juguler, je pense, le processus qui paraît irréversible actuellement. Hein. Et pourtant, Didier, comme 32% des ménages français, possède 2 véhicules, un monospace récent et une vieille citadine. Pour son activité professionnelle, il lui faut acheter un véhicule plus polyvalent. Mais aujourd'hui, il veut que son achat ait un sens. Je n'achèterai pas de nouveaux véhicules tant que je n'aurai pas ce véhicule qui est 100% vert. Octobre 2008, le temple de l'automobile s'est vêtu d'une couleur particulière. Murs végétal, bouquets de bambou, gazon et arbustes, le vert est partout. La hausse du prix des carburants et les exigences environnementales en sont sans doute les principales raisons. Simple effet de mode ou réalité, en tout cas le comportement des consommateurs a évolué. On délaisse un peu les silhouettes, les moteurs, le confort et la puissance pour se pencher davantage sur les données énergétiques et environnementales. Les étiquettes énergie indiquent les consommations et les émissions de gaz carbonique rejetées lors de la combustion de l'essence ou du diesel dans les moteurs. Elle est en émission de CO2 à 178 et en consommation, elle est à 7,6 litres au 100 en gasoil. C'est une belle voiture mais qui consomme quand même beaucoup de gasoil et d'essence. Est-ce que vous avez des voitures propres? Des voitures propres, comment ça? Des voitures vertes et écologiques, oui. Non.
Non, vous n'avez pas. Je veux savoir, est-ce que vous faites des voitures propres, hein? Non, on fait que des voitures sales. Ah. On a des diesels Même si la question est sans doute provocatrice, les réponses sont très ironiques et révélatrices de l'agacement des commerciaux. À cette demande croissante de voitures non polluantes, ils n'ont la plupart du temps que leur véhicule traditionnel à moteur essence ou diesel à proposer. Moi, je cherche un véhicule familial qui soit avec des émissions de CO2 le plus vert possible, quoi, en fait. Hein. Aujourd'hui, non, on ne présente pas de motorisation hybride ou électrique. Par contre, on a un nouveau Lexus 90 chevaux qui émet 115 grammes de CO2, qui permet de bénéficier d'un bonus de 700 €. Et c'est un moteur tout nouveau qui dispose d'un énorme couple, d'une boîte 6 vitesses, qui procure beaucoup de performance et d'agrément, tout en maîtrisant une écologie et une économie de carburant. Et vous, je vous la présente. Oui, bien sûr, bien sûr. Voici la Bravo 1,6 litre 90 chevaux. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule de dernière génération avec un design très très sympathique, très dynamique et qui conjugue design et écologie. C'est un véhicule qui est très très bien équipé avec un très beau volant cuir, une boîte 6 vitesses. Oui. Celle-ci, vous m'avez dit 115 microgrammes ou 119? 115 grammes par kilomètre. D'accord, oui. Avec un 1600 cm3 qui développe 90 chevaux. D'accord. Est-ce qu'il y a des véhicules thermiques qui sont vraiment non polluants? Est-ce que, enfin, je sais pas, avec des filtres surélaborés qui permettraient de ne pas avoir d'émanation? Il n'y a pas de véhicules à moteur thermique qui n'émettent pas de CO2 aujourd'hui. Et ça, il y a peu de chances que ça existe plus tard. Oui, il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus pour vraiment canaliser les émanations, quoi. Non, aujourd'hui, il ne nous est pas possible de le faire, donc on cherche des technologies plutôt alternatives. Mais sur les moteurs thermiques, on va utiliser de nouvelles technologies dans le futur pour pouvoir encore abaisser au maximum les émissions de CO2. En 2007, en France, 2 millions de véhicules essence ou diesel ont été vendus et seulement 6 voitures électriques. Les moteurs thermiques représentent plus de 90% des véhicules exposés au mondial. Depuis son invention, il a permis notre développement. Son succès est dû au prix de la matière première utilisée, le pétrole. Les biocarburants sont une solution pour faire face à la pénurie de cette énergie fossile prévue dans une dizaine d'années. Mais ils ne résoudront pas les problèmes du moteur à explosion, les émissions de polluants et de CO2. Problème que l'opinion publique ne sous-estime plus. Il y a un vrai décalage entre le souhait des Français d'avoir des véhicules moins polluants et l'offre que les constructeurs mettent aujourd'hui sur le marché. Les citoyens français et européens attendent depuis un bout de temps maintenant des véhicules qui émettent moins de CO2 et que les constructeurs n'ont pas su répondre à cette demande et ne savent pas encore y répondre parce que tout simplement ils prennent le virage un petit peu tard et qu'ils s'y mettent seulement maintenant. Donc c'est ce qui est très dommageable en termes climatiques et en termes de réponse à la crise économique et au pouvoir d'achat des Français. Pour pousser les constructeurs à faire des efforts, le gouvernement a mis justement en place, dès janvier 2008, à la suite du Grenelle de l'environnement, le bonus-malus écologique. À l'achat d'une voiture neuve, une prime est versée pour les véhicules émettant moins de 130 grammes de CO2. Mais si les émissions dépassent les 160 grammes, les acheteurs doivent s'acquitter d'un malus pouvant aller jusqu'à 2 600 €. Dès sa mise en place, l'Automobile Magazine dénonce cette prime. Pour le mensuel, elle se focalise uniquement sur les voitures particulières, responsables en effet de 18% des émissions de CO2. Pour l'hebdomadaire, le gouvernement devrait aussi taxer le transport routier qui émet 15% et l'industrie responsable de 31% des émissions de gaz carboniques. Ce qui nous a amené à faire cette enquête au mois de novembre, c'est tout simplement l'arrivée du bonus-malus CO2 qui nous a un petit peu irrités parce que on prétendait désigner des voitures écologiques simplement en regardant leur niveau de CO2. Il n'y a pas que ça qui sort de l'échappement de nos voitures, et notamment il y a des polluants, des vrais polluants puisque le CO2 est un gaz à effet de serre et non un polluant. En France, les mesures d'émissions de polluants des voitures ne sont pas publiques. Les services de l'État refusent de les communiquer. Christophe Congrega est allé chercher auprès d'organismes officiels en Allemagne et en Angleterre les valeurs de polluants. Des données sur le monoxyde de carbone, les hydrocarbures imbrûlés, l'oxyde d'azote et les particules qui ont permis d'établir un classement pollution intégrant plus de 2000 véhicules. Une enquête de 2 mois qui bouscule le classement, établie par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Grosse surprise, elle concerne une Smart 88 grammes de CO2, très bien classée par l'ADEME. Une Clio diesel,
autour de 118 grammes de CO2, bien classés par l'ADEME, 2 voitures qui ont droit à des bonus. 2 voitures qui, malheureusement, quand on regarde les aspects pollution, sont plutôt mal placées. La Smart est au-delà de la 600e place, la Clio aussi. Donc ce sont des élèves moyennes, très moyennes, et surtout pas parmi les meilleurs. Malgré tout, elles ont droit à un bonus. C'est bien la preuve qu'il ne suffit pas de regarder le CO2, il faut aussi regarder les polluants. Pour le gouvernement et l'ADEME, le principal problème est le CO2. La question des polluants sera réglée par les normes européennes Euro 5 qui imposeront un filtre à particules en septembre 2009. Soit 18 mois après la mise en place du bonus écologique. 18 mois qui sont marqués par l'augmentation des ventes des petits diesels dépourvus de filtres. Le bonus a bien joué son rôle pour le CO2, mais a favorisé l'achat de véhicules qui polluent et continueront toute leur vie à polluer l'air que nous respirons. Une dérive que les constructeurs ont mis à profit pour verdir facilement certains modèles. Christophe Congrega est à Montlhéry pour tester un nouveau modèle présenté par le constructeur espagnol comme moins polluant, plus écologique. Premier test, la consommation de cette Ibiza Ecomotive. C'est ce qui me sert à relever les consommations réelles de la voiture, l'ordre de précision est du millilitre. Je me branche entre le moteur et le réservoir. Comme ça, je peux calculer ce qui arrive du réservoir, ce qui est consommé, ce qui retourne au réservoir, le non consommé. Quand on regarde les consommations qu'annoncent les constructeurs, on est souvent assez loin de la consommation réelle que réalisent les conducteurs. Donc on a décidé de définir un cycle, notre propre cycle, qui est beaucoup plus proche de l'usage client. Outre la consommation, cette voiture subira des essais de freinage, de tenue de route, d'adhérence et de confort. Sur ce circuit de l'Union des constructeurs à Montlhéry, tous ces tests sont réalisés selon des protocoles précis qui permettent au final de comparer les voitures. Donc là, on a une vraie simulation de ce que peut être un roulage sur une nationale en France ou une départementale, avec de la descente, montée, des virages, donc en conduite tout à fait client. « 6,5 km, donc réalisé en 5 minutes 12. Cela nous donne une consommation de 6,30 litres à 75 km/h de moyenne, donc une conduite typique sur nationale en France. Vraisemblablement, on devrait arriver à un plus 45-50%, puisque cette voiture doit être annoncée aux alentours de 4,4 litres. Donc on verra tout à l'heure quand on aura tous les chiffres, mais oui, on sera largement au-dessus en conso réel. Au final, cette petite diesel équipée d'un filtre à particules sera première dans le nouveau classement écologique de l'Automobile Magazine. 6 mois après le premier palmarès, l'hebdomadaire a décidé d'actualiser son enquête et de publier un comparatif comprenant à la fois les polluants et les émissions de CO2. À nouveau, les surprises apparaissent. On a des cas de voitures qui ont baissé leur niveau d'émissions de CO2 pour avoir un meilleur bonus ou pour éviter un malus. Donc pour faire ça, on baisse la consommation, mais parfois ça a des conséquences bizarres, voire même néfastes, puisque par exemple sur la Yaris D4D 90 chevaux, on a un doublement des émissions de monoxyde de carbone. Donc ça fait qu'on a une voiture qui est passée de 119 grammes à 109 grammes, et en classement pollution, elle a régressé. Elle est mieux en émissions de CO2, mais moins bonne en émissions de polluants. C'est un des effets pervers de ce bonus-malus CO2, qui ne regarde que le CO2. Alors on peut dégrader le reste, il ne le regarde pas, et finalement on va à contresens. La Yaris n'est pas le seul exemple. Beaucoup de petits diesels ont ainsi dérapé. Globalement dépollués coûtent cher. Les constructeurs généralistes, pour rester compétitifs, ne peuvent suréquiper leurs véhicules bas de gamme en système anti-pollution. Seules les normes européennes ou gouvernementales les ont contraints ces dernières années à faire des efforts. Évolution qu'ils s'attribuent souvent vite à grand renfort de publicité très verte ou de labels autodécernés. Comme si l'urgence climatique n'était qu'un argument supplémentaire de vente. C'est un peu, je dirais, l'arnaque. C'est-à-dire qu'ils vous présentent des produits qui avaient déjà un bon, d'ailleurs, c'est un bon, dans leur catégorie, plutôt un bon bilan environnemental, mais c'est pas nouveau. Ce qui aurait été formidable, c'est que s'ils étaient à 80 voire 60, là on pourrait dire ouais, le constructeur a fait une super politique de recherche et développement et on a des voitures très très vertueuses par rapport à l'état du marché. Pour moi, dans le groupe PSA Peugeot Citroën, c'est pas une urgence. Nous sommes sereins sur ces problèmes-là.
puisque nous les traitons depuis des années. Le niveau qu'on a atteint aujourd'hui en matière d'émissions de CO2 et de polluants, donc premier constructeur européen en la matière, montre bien que cette préoccupation-là, elle ne date pas d'hier. Ça passe par l'amélioration des rendements des moteurs, le moteur diesel, le moteur essence, les boîtes de vitesse, le stop and start, l'aérodynamique véhicule, etc. Ce qu'on voit en matière de voitures, c'est que les voitures ont des moteurs plus efficaces, qui sont intrinsèquement plus performants, sauf qu'on a alourdi les voitures pour toute une série de bonnes raisons, des raisons de sécurité, des raisons d'options, des raisons d'un rétroviseur qui bouge, il y a même parfois des rétroviseurs qui ont une caméra pour voir ce qui se passe derrière. Donc on a fait des progrès qui sont toujours plus consommateurs d'énergie. Donc ce qui fait qu'au total, la voiture, elle consomme toujours plus ou moins un peu plus d'énergie qu'avant. Et qui dit consommation identique, dit émissions de CO2 inchangées. Entre 1995 et 2007, la moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs n'a diminué que de 17 grammes. La course à l'innovation technologique est surtout animée par l'obligation des constructeurs à être concurrentiels. Environ 10% du chiffre d'affaires est consacré à la recherche et développement. Pour rentabiliser ces investissements, les constructeurs préfèrent proposer leur innovation en option. Exemple avec le Stop and Start, un système de mise en veille du moteur proposé sur les véhicules fin 2004. Effectivement, c'est une très bonne idée, puisque pourquoi laisser tourner un moteur quand la voiture ne roule pas ? Ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Chez PSA, ils ont décidé d'être précurseurs sur ce système, ils l'ont monté sur des C3 et C2, ils ont commercialisé cette voiture, elle coûtait 500 € de plus qu'une voiture normale. Le système était performant, il était efficace, les consommations baissaient de 15% en moyenne, jusqu'à 30% dans les embouteillages, c'est pas rien. Malheureusement, les consommateurs n'étaient pas prêts à payer pour consommer moins, donc il n'y a pas eu de généralisation. Rapidement copié par d'autres constructeurs, ce système va aujourd'hui se généraliser. Ils vont pouvoir ainsi baisser de quelques grammes les émissions de CO2 et obtenir un bonus ou éviter un malus. Le surcoût de l'option est alors pris en charge par la prime du bonus écologique. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, les technologies existent. On a Valeo, qui est le premier équipementier européen, qui dit que dès demain, on peut réduire de 40% la consommation en carburant des véhicules moteurs thermiques. Donc nous, ce qu'on se pose comme question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont attendu si longtemps pour rassembler toutes ces technologies qui permettent de diminuer la consommation de 40%, et pourquoi est-ce que finalement ils n'appliquent ces technologies souvent qu'à un seul ou deux modèles, et qui mettent en avant ce modèle-là en termes de publicité, mais que par ailleurs l'ensemble de la flotte, les 90% de la flotte, n'ont pas ces technologies qui leur permettent de réduire leurs émissions. Peu de solutions sont envisageables à court terme pour remplacer les moteurs essence ou diesel. Ni l'électrique ni l'hydrogène ne peuvent être déployés rapidement. Il faudra 5 à 10 ans pour l'électricité et une vingtaine d'années pour l'hydrogène. Les constructeurs ne sont d'ailleurs pas prêts à un tel bouleversement industriel, ni les pouvoirs publics. Le moteur thermique a donc encore de beaux jours devant lui. Mais pour sauver la planète, il doit se faire propre, beaucoup plus propre. Et aucune piste ne doit être négligée. Dans le Jura, près de Lons-le-Saunier. Loin des laboratoires high-tech des constructeurs, les bricolos de l'Internet s'activent avec acharnement à rendre leurs véhicules plus propres. Si la ta ligne d'échappement elle est complètement déposée. Complètement. On installe un système Gillier-Panton pour réduire la pollution des moteurs diesel. Voilà donc la pièce qu'on appelle un bulleur qui est remplie un tiers de la hauteur en eau. On fait passer une partie de l'air qui rentre dans le moteur dans cette boîte. Cet air va être humidifié par l'eau qu'il y a dedans. Et cet air humide, on le fait passer dans un échangeur qu'on appelle un réacteur, nous, avec la chaleur du gaz d'échappement. On va donc avoir un gaz en sortie de ce dispositif qui est ajouté à l'air de combustion du moteur. L'intérêt, c'est d'améliorer la combustion. En ayant une meilleure combustion, on aura moins de pollution. Et en ayant une meilleure combustion, on économisera un petit peu le carburant. T'as rien dessous qui risque de gêner, de commande de boîte de vitesse, tringlerie de quelque chose? En 1998, Paul Panton invente le réacteur endothermique. Quelques années plus tard, deux chercheurs français, Naudin et David, s'en emparent
le simplifie et l'installe sur une tondeuse. Un an après, un tracteur en est équipé. Le système Gillier-Pantone est né et circule depuis sur Internet. Les propriétaires de vieux véhicules se sont alors intéressés à ce système. Souvent recalés au contrôle technique pour des fumées trop importantes, leurs vieilles voitures ont ainsi pu être sauvées. C'est le premier véhicule sur lequel j'ai installé le système Pantone. Là où on voit la différence, c'est en montant une côte assez raide. C'est vrai que c'est à ce moment-là où je sens vraiment le petit plus du système Pantone. Donc voilà, je suis en 4e, je repasse en 3e. Et je pense que je vais la monter à l'aise comme d'habitude jusqu'au bout. Alors qu'autrefois, j'étais encore en 3e à ce stade, mais à partir du pont, j'étais obligé de rétrograder en 2e. Donc là, je peine pas du tout. Donc ça fait plaisir que le véhicule retrouve une certaine jeunesse, autant dans ses fumées qu'au niveau de sa puissance. Généralement, la pollution des fumées est une des raisons principales des rejets par le contrôle technique des vieux véhicules. Un réglage de moteur souvent défectueux ou une défaillance technique peuvent causer une opacité des fumées supérieure à la norme réglementaire. Les véhicules anciens se retrouvent souvent à 3,5 ou 4, alors que là, sans faire de nettoyage du moteur, on se retrouve à des coefficients de fumée, souvent même inférieurs aux sorties d'usine constructeurs de 1,5 sont données. Bon, ben voilà, c'est bon, on a vu. Quand on a une voiture ancienne qui peut encore rouler énormément de kilomètres, le fait de la détruire et d'en reconstruire une autre va générer énormément de pollution. Alors que si on peut réduire sa pollution pour l'usage courant, globalement, en pensant globalement, on va générer beaucoup moins de pollution. Et bien sûr, c'est ne plus penser individuellement, mais c'est penser collectivement. Peut-être que là, on est marginal ou novateur. Coût de l'opération, 150 € et 3 jours de bricolage. Mais c'est sans aucun doute les 3 jours de bricolage nécessaires qui font que le système ne remporte pas un franc succès. Officiellement, aucune restriction au Gillier-Pantone. Il ne s'agit pas de transformation du moteur ni de sa puissance, mais d'un simple ajout de matériel. À Vitry-sur-Orne, commune de 2600 habitants en Moselle, la mairie a décidé d'équiper ses véhicules du système Gillier-Pantone. On va mettre 1,5 litre. Ça suffit largement. Donc voilà, avec 1,5 litre, on va pouvoir rouler 500-600 km. Non, ce véhicule ne roule pas uniquement à l'eau. Selon le procédé Pantone, elle est injectée dans l'admission d'air sous forme de vapeur et permet ainsi d'améliorer la combustion du gasoil ou de l'essence. À l'origine, la commune était à la recherche d'un véhicule écologique, en particulier véhicule électrique ou hybride. Les prix de ces véhicules et le marché, ce qu'on trouvait sur le marché ne correspondaient pas du tout à ce qu'on souhaitait. Les résultats étaient tout à fait encourageants, puisque sur le premier véhicule, les premiers essais ont démontré une diminution de la pollution à l'échappement de 82%, avec une économie de carburant de 30%. Après avoir commencé l'aventure en 2007 avec un utilitaire de petite taille, les services municipaux ont fait le pari d'équiper leurs 3 véhicules avec le système Pantone. Bonjour. Bonjour. Je viens pour un contrôle anti-pollution. La boule, là. Pour un diesel, c'est pas mal quand même. D'habitude, c'est noir. Et là, on voit sur le mouchoir qu'il n'y a pratiquement rien. Premier aperçu, avec ce test bien connu des bricoleurs. Mais quel sera le résultat avec l'analyseur d'opacité des fumées? Parce que si le moteur n'est pas à 80 degrés, on ne peut pas faire le test de pollution.
un pic d'1,80 m, donc c'est bon. On est largement en dessous de ce qui est toléré. Un véhicule identique sans ce système, il viendrait combien? Ça dépend de l'utilisation, mais ça tournerait 2,80, 3, des fois voire plus. Donc c'est bien. Si toutes les voitures étaient comme ça, c'est pas mal. Ça serait pas mal. 36 000 communes en France. Si chaque commune équipe 2 de ces véhicules, du type C15 ou autre, avec ce système-là, on peut aller jusqu'à une économie de 11 à 12 millions de litres de carburant par an, qui représente grosso modo à 1 euro du litre de carburant, au même chiffre, à 11 ou 12 millions d'euros d'économie. Aucune étude scientifique ne permet de confirmer et d'expliquer réellement les gains environnementaux et les économies de carburant du moteur Pantone. Aujourd'hui, plusieurs milliers de véhicules en France sont équipés de ce système, réduisant ainsi de quelques centaines de tonnes les émissions de CO2, mais aussi la pollution. Une goutte d'eau face aux 32 millions de véhicules qui circulent en France. Retour au mondial de l'automobile où Didier Beutin est toujours à la recherche d'un véhicule propre. L'offre de véhicules, diesel ou essence, n'est pour lui pas assez propre. Impossible pour un véhicule thermique d'atteindre le zéro émission. Son choix se porte maintenant